Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio, Perico les gars, c'est avec Gaël Brustier pour un face-à-face d'une heure, un face-à-face passionnant, inspiré par les propos, les idées que Gaël Brustier, développe dans son livre La route de la décivilisation. C'est pas rien comme thème, la décivilisation. Gaël Brustier, je suis à cette antenne depuis le 1er octobre, j'ai reçu des politologues, des essayistes, des hommes politiques, des experts, des stratèges. Tous sont plutôt pessimistes. Là, vous faites une synthèse qui est carrément alarmiste. C'est-à-dire, vous faites un constat historique et sociologique. On est en phase on parle toujours de décroissance. Là, c'est pas une décroissance, c'est une décroissance de civilisation. On est dans une régression culturelle et sociale qui est tragique. Vous en donnez les éléments. À la fin, vous signalez qu'il y a toujours une façon de rebondir. C'est une enquête politique de 300 pages. Je dis bien, elle est dense. Il y a des passages qui sont pointus et précis. En fait, vous disséquez l'époque secteur par secteur. Vous y prenez de façon très méthodique, très précise. Avec, au départ, votre première consigne. Éviter l'économisme et l'idéologie. Ce sont deux explications sans issue. Si on se tient à ces deux concepts, on est sûr d'aller dans le mur. Il n'y a pas de réponse définitive. Et c'est si facile de dire économisme ou idéologisme. Oui, c'est l'économie, it's economy stupid, etc. Ça, c'est l'économisme, c'est la réduction de tout à l'explication économique. Voilà. Bon, et l'idéologisme, c'est les idées mènent le monde. Et on a très bien vu avec Trump ces derniers jours que le paléoconservatisme et l'isolationnisme et la doctrine de Pat Buchanan qui l'avait influencé dans la campagne pour récupérer les voix ouvrières. Un événement qui vient confirmer tout ce que vous racontez. Ce qui s'est passé au Venezuela est un des éléments de confirmation de la décivilisation. La décivilisation, c'est issu de Norbert Elias. Et il a observé en fait l'Allemagne. Et l'enlèvement de Maduro, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Maduro, m'a rappelé l'assassinat de Dollfuss par les nazis. Un commando nazi, austro-nazi. Juste avant l'Anschluss. 4 ans avant l'Anschluss. À l'été où ils l'ont pourchassé, ils l'ont laissé mourir dans son sang à son bureau, je crois. Ça a été terrible. Mais on aurait dû comprendre que Hitler ne recuserait devant rien. Je ne compare pas Hitler et Trump. Mais la brutalisation du monde et la décivilisation sont en marche. Et c'est ce type de faits, ce type d'actes de piraterie, de véritable piraterie, qui sont... Je rappelle, Dollfuss est assassiné par des agents nazis en Autriche. Voilà. Il est remplacé par le chancelier Souchnig, qui lui acceptera l'Anschluss. Parce qu'il est lâché par tout le monde. Voilà. On vient le voir et puis on lui dit, écoutez monsieur, faut donner les clés à un type qui s'appelait Cécile qui était pendu à Nuremberg. Voilà. Et c'est assez fascinant de voir comment on peut se... Hitler voulait récupérer sa patrie natale, mais là il veut récupérer le pétrole et donc on enlève un type qui est condamnable dans la dernière décennie. Mais moi j'ai connu Maduro il y a 20 ans, je peux vous certifier que ça n'était pas le Maduro de maintenant. Donc le narcotrafic est un prétexte tout à fait acceptable, mais la finalité, comme en Irak, c'est de contrôler une zone pétrolifère. Il se trouve que le Venezuela est sur la route qui est entre la Bolivie, qui précipite vers les Caraïbes, les îles des Caraïbes, etc. Toutes les îles qui sont effectivement des lieux de passage de la cocaïne. Il faut quand même expliquer que la cocaïne n'est pas la principale responsable des addictions et des morts aux États-Unis, que c'est le fentanyl qui est fabriqué en Chine et au Mexique, et que c'est d'autre part le crystal meth, la méthamphétamine, qui était la drogue d'Hitler d'ailleurs, et il y a 5000 laboratoires qui ruinent la vie des gens, puisque la méthamphétamine est une drogue très très dure, addictive, et qui détruit le corps et l'âme des gens. C'est curieux parce que vous dites bien, donc le prétexte officiel narcotrafic ne correspond pas aux urgences de la politique américaine par rapport au fentanyl. On retrouve les armes de destruction massive inventées en Irak, on trouve le prétexte, on l'invente, on le met en scène, on intervient, et ensuite on apprend, mais il n'y avait pas plus d'armes de destruction massive que Trump Chantilly, et là, c'est pas ce narcotrafic-là qui menace l'Amérique. Feu Alexandre Adler, qu'on appréciait beaucoup, avait inventé une sombre histoire où les Castro, depuis leur île, commandaient tous les terroristes internationaux. Voilà. C'était les petits trucs fantasques d'Adler. Là, on a inventé le fait qu'il y avait des camps d'entraînement pour le Hezbollah, pour le Hamas, oui. Qui est une présence du Hezbollah
Au Venezuela et du Hamas. Et du Hamas au Venezuela, c'est certain. J'ai moi-même vu, complètement étonné, un drapeau du Hezbollah au siège de la télé vénézuélienne. Ça a été affirmé. C'était un citoyen nord-américain qui avait ce drapeau. Voilà. Qui avait quand même à dreadlocks, machin, un wok avant l'heure. Donc c'était pas dans la rue, il n'y avait pas de sympathie pour ça. Bon, bref, si vous voulez, on est, pour reprendre notre chemin vers la civilisation, ce type de brutalisation à la fois interétatique se double de brutalisation intra-étatique. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui sont en train d'imploser pour des raisons, et là j'utilise encore Elias et Gramsci, c'est que tout ce qui tenait en fait nos sociétés, par exemple le régime de la Ve République est en train de s'effondrer, Sarkozy l'a dit lui-même, tous ces piliers, tout ce qui faisait les idéologies, les familles politiques et la démocratie chrétienne, la social-démocratie, le socialisme, le gaullisme, etc. Tout ça s'est effondré et on voit très bien qu'il n'en reste rien, et ça donne le tournis aux gens aussi. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de représentation du monde. La vision du monde, elle est, j'allais dire, un peu nécessaire comme l'eau et l'air à l'individu. Un individu qui n'a pas de représentation du monde, et ça en général c'est quelqu'un qui est malheureux, qui ne sait pas où il va, qui ne se mobilise pas, qui est un sujet et pas un citoyen. Donc voilà. C'est cette brutalisation, j'ai voulu la décrire. Vous vous inquiétez de la disparition de l'intellectuel. Pour expliquer cette régression, vous vous inquiétez de la disparition de l'intellectuel organique qui témoigne du divorce entre les intellectuels et le peuple. Ça, on le sait depuis longtemps. Et vous dites c'est cette lecture binaire de l'évolution du monde, vue par l'économisme et l'idéologisme, qui a permis l'avènement de Donald Trump à la présidence des États-Unis, et dont le discours, pourquoi est-ce qu'il a été élu ? Vous dites le discours hostile au déclin américain a séduit une partie de la classe moyenne et du leadership affaibli par la crise. Vous voulez dire qu'il y a une prise de conscience des peuples qu'à un moment donné, dans leur honneur, dans leur orgueil d'appartenir à une nation, l'affaiblissement de cette nation, c'est ça qui les inquiète avant toute autre chose, et on vote pour celui qui vous dit je vais rétablir l'honneur et la gloire de cette nation. Vous avez la vision du monde, ce sont des solidarités locales, ce sont des fêtes foraines, ouvrières. Je disais ça à Jérôme Blanchet-Gravel récemment, l'interview va sortir. Mais moi, j'ai été touché par le livre de Vance. Alors, on peut penser que Vance est un salaud. Quand il a fait son discours à Munich, il a dit des choses très importantes, qui ont été mal interprétées quelquefois. Oui, mais cette histoire de l'Ohio, ces coins des Appalaches, en fait, où l'industrie a disparu, où les gens sont devenus propriétaires de maisons qu'ils ne pouvaient plus entretenir, qui étaient piégés dans ces zones-là, livrés à la drogue. Sa mère a été une grande addicte, etc. Ils ont célébré à la Maison Blanche ces 10 ans, 15 ans de sobriété. Mais ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait, moi, je viens d'une ville qui est assez semblable. Qui s'appelle Guignon, Saône-et-Loire. Oui, tout à fait. 10 500 habitants quand je suis né. Champion de France en 79, l'année suivante. Et puis, aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus un médecin. L'usine, c'est 600 ouvriers, mais on avait 2000, 3000 ouvriers à l'époque. On n'a plus de fêtes foraines, il y a de manèges. Ça, c'est des choses importantes, si vous voulez. Et les gens commencent à se plaindre. Vous n'avez plus un commerce dans la ville. Vous êtes en train de me dire, Gaël Brustier, que les territoires perdus de la République, c'est pas forcément là où l'ordre républicain, l'intégration, la police ne rentre plus, où il n'y a plus de santé. Ça peut être aussi un territoire français où la mémoire, la continuité, la tradition s'est estompée, où on n'a plus le contexte culturel dans lequel on avait aimé le pays dans lequel on appartient. Oui, et puis matériel aussi, c'est-à-dire que c'est très compliqué de se faire soigner quand on a 80 ans en Saône-et-Loire. C'est très très compliqué, c'est un gros problème. Mais si vous voulez, il y a derrière une nostalgie. C'est vrai, mais la nostalgie, c'est pas... Ça se traduit par un certain vote, vous le savez, ce désarroi. Pas partout. Ma ville était troisième vote record de Mitterrand en 81. Oui. Il y a 50% de vote Front National aujourd'hui. Bon, on a tout compris. Et ça, c'est une immense déception à l'égard des promesses des années 80, des promesses du Parti Socialiste. J'ai croisé un ancien ministre récemment de Saône-et-Loire. Il me disait, tu vois, ça serait pas tout le monde va voter. Vu le temps que vous prenez, ça serait pas Arnaud Montebourg. Oui. Pourtant, il s'est battu en première ligne pour dénoncer cette dérive. Oui, on a fait une campagne magnifique à l'époque, mais la désindustrialisation, ça a été le cœur de sa campagne, des primaires de 2000, je le dis parce que plus personne s'en souvient, mais c'était important, 2011. On a perdu au sein du Parti Socialiste, et derrière, on a mis Hollande, et le quinquennat tout à fait catastrophique qu'on connaît. Enfin, sinon c'était Strauss-Kahn, je vous signale, si c'était pas Hollande. L'alternative était peut-être pas meilleure, mais bon. Si. Ah, vous auriez pensé que Strauss-Kahn aurait été moins catastrophique? Je pense qu'il n'aurait pas fait cette erreur de faire cette rigueur d'emblée.
il aurait dégagé des marges de manœuvre. Plus compétent en économie qu'Hollande, on va dire. Voilà. Plus compétent, évidemment. Il y avait d'autres petits travers. Bon, mais c'était quelqu'un qui avait compris l'économie mondiale et qui avait compris comment il fallait se situer dans le grand jeu, international, y compris avec des aberrations comme son rapport sur l'Union européenne, l'avenir de l'Union européenne, espèce de fusion, etc. Ça, c'est une chose. Strauss-Kahn incarne quand même la continuité du delorisme, de cette social-démocratie mariée avec le libéralisme financier et qui veut ça ne plus. Socialisme de la production est quand même dans la flamme, la flamme et la cendre. C'est intéressant. Il y a une invention à la Planche, là, rue de la Planche, je sais pas quoi, où il y a pas mal de jeunes talentueux à l'époque. Il y a une invention. C'est un des derniers lieux, je pense, où il y a une invention politique. De l'idée, en tout cas de l'idée qui sort. Voilà, oui. On a eu le quinquennat Hollande. Bon. Il a coûté cher. Oui, il a coûté cher en histoire aussi. 1,75, c'est sûr que ni Léon Blum ni Mitterrand n'auraient pu imaginer que le parti qu'ils ont porté au nu, à un moment donné, finirait de façon si sordide. Et aujourd'hui, Olivier Faure, qui se marie de force avec Mélenchon pour sauver quelques sièges, c'est pas glorieux. On avait prédit, nous, je sais plus, dans un papier à l'époque, que le PS mourrait dans la zone verte, comme à Bagdad, mais c'est-à-dire Paris. C'est ce qui s'est produit. Mais ils ont peut-être bien conservé la ville d'ailleurs. Mais bon, si vous voulez, c'est la fin du Parti socialiste. On l'a vu venir, la fin de la gauche radicale qui est plongée dans l'antisémitisme on va y venir aussi. Et le gangstérisme. C'est une époque très sombre. Je maintiens que c'est peut-être excessif, je sais que vous le pensez. Mais... Je suis avec Gaël Brustier sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra vos questions et Gaël Brustier se fera un plaisir de vous y répondre. La route de la décivilisation, c'est un sujet avec un vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Gaël Brustier, auteur de La route de la décivilisation, qui nous explique dans le détail pourquoi nous sommes en régression culturelle, politique, sociale, économique, mais en disant que voilà, le constat permet aussi d'envisager l'avenir. On en parlera à la fin de cet entretien. D'abord, les causes de cette décivilisation. Un des aspects sur lesquels vous insistez, Gaël Brustier, c'est la baisse du niveau du personnel politique, notamment sur le plan de la culture historique, juridique et politique, bien entendu. Vous dites, autrefois, il y avait des écoles des cadres dans les partis, notamment au Parti communiste, qui était connu. C'est peut-être cette compétence, cette connaissance, ce niveau culturel qui s'effondre. Peut-être à l'image de la société, c'est peut-être l'école qui ne produit plus assez de politiciens compétents, mais c'est une des causes de cette décivilisation. Oui. Il y a 20 ans, il y avait un bouquin qui était sorti, Zéro politique. Oui, bien sûr. Jean-Christophe Comor. Et qui annonçait tout ça, c'est-à-dire la fin, on voulait plus, quand on voulait faire carrière. Alors Jean-Christophe Comor, gaulliste, très proche de Philippe Séguin et de Charles Pasqua. Et de Charles Pasqua, et qui a laissé tomber la politique, il est devenu vigneron. Voilà, ça vous parle. Voilà, il fait un très bon vin d'ailleurs, Jean-Christophe, qu'on salue au passage. Voilà. Zéro politique avec Baylor, et j'avais trouvé le truc très intéressant, c'est pour ça qu'on avait essayé de réagir avec des camarades, on n'a pas pu, évidemment, bref. Et il avait dit, on ne veut plus prendre la direction des études dans un parti, on veut prendre la direction de la communication. Et c'est comme ça que on a eu des gens qui, petit à petit, se sont ont muté en Instagrammeurs ou en influenceurs. Et aujourd'hui, on a, dans la vie politique, des gens qui vous disent... Qu'est-ce qui vous inspire en politique ? Je sais pas, c'est Emmanuel Macron. C'est jamais Clémenceau. Voilà, c'est jamais la grande histoire de France. C'est une star. Oui, il faut être une star. Quelqu'un de connu, médiatique. Il faut être connu. Il faut être d'abord. C'est l'obsession en fait depuis Twitter des politiques de réagir à tout en dépit du bon sens, quitte à prendre ce qu'on appelle des shitstorms. Et ça, c'est assez triste. Alors c'est vrai que pour faire un bon politique, il faut une bonne culture générale. Et la bonne culture générale, elle s'acquiert soit par la curiosité très jeune, c'est le cas de De Gaulle, etc. Quel est le dernier ? Jusqu'où la culture politique a habité le chef de l'État ? Mitterrand, il n'y a pas de problème. Chirac, un petit peu moins. Et puis ensuite, on Non, après, plus du tout.
Hein, même Chirac, c'était très limité. Enfin, Non, il y a plus de... Sarkozy, après, voilà, Hollande qui vous dit, j'ai relu le petit Prince et sa table de chevet. Enfin, oui, puis il avait le code des impôts, surtout en vacances, je crois. Et puis l'histoire pour les nuls. Et Emmanuel Macron, dont on sait que c'est un universitaire, c'est pas un politique. C'est pas un politique, mais même sa culture est finalement assez, c'est-à-dire sectorisée. Ce sont des gens. Il y a des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires sont faits pour fonctionner, comme disait l'autre. Ils ont des grands talents, mais ils sont pas forcément. Tout le monde n'est pas connétable de France comme ça. Il y a une dimension d'incarnation qui est recherchée. C'est pas une dimension de starisation. C'est-à-dire que quand on voit les meetings de En Marche, c'est de la starisation. Oui. Et ça n'est pas, c'est pas le décorum. C'est même théâtral. Le décorum du Parti communiste qui pousse son candidat ou l'autre dans les élections. Il y a un décorum, il y a une culture, il y a une profondeur et il y a un sens du temps long. C'est-à-dire que même le Parti communiste en référait au temps lointain d'Étienne Marcel ou des choses comme ça. Et le Parti socialiste se réclamait en riant, mais Étienne Marcel, c'est le Moyen-Âge, je vous signale qu'il Richelieu. Il faudra chasser les châteaux, casser les châteaux forts. Bon, il y avait quand même, on pouvait dire des choses dans les meetings. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'écrire. Moi, j'ai travaillé pour quelqu'un de très cultivé, donc qui est passionné par la politique toute l'année dernière, ministre de premier plan. Vous pouvez donner son nom ou non? C'est Juliette Miadel, qui s'est donné, qui a fait énormément. Mais si vous voulez, elle arrive, elle vient d'un milieu politique, elle est passionnée par ça depuis ses 13 ans, ses 12 ans, je sais pas, elle a ça dans le sang. Mais les autres, ils font ça, c'est pour avoir une ligne LinkedIn. Ils font Alors, vous dites que c'est une tendance qui touche tous les pays, c'est spécifiquement français, mais ça touche, on va dire, toute l'Europe occidentale, même, voire tout l'hémisphère nord, parce que l'Amérique n'y échappe pas, et vous dites, c'est à l'origine, c'est cette tendance qui est à l'origine des causes d'une tendance, qui va être le grillisme, les Pépé Grillo, quelque part les Gilets jaunes en France, voire Zelensky en Ukraine, et là on sait que Patrick Sébastien a envie de revenir. Ouais. Est-ce que cet effondrement culturel de la classe politique fait que les masses, que le peuple a plutôt tendance à écouter des gens qui vont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une information non vérifiable, facile d'accès, qui vous raconte un petit peu ce que vous avez envie d'entendre. Donc il y a des hommes qui s'en emparent pour dire je porte ce message. Alors il y a un paradoxe dans tout ça, parce que le premier parti populiste en France depuis très longtemps, le Front National, était dirigé... Vous dites encore Front National volontairement ou... Oui, suite 72, dirigé par Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen, qu'on l'aime ou non, était le plus maîtrisé en France. En parlant des gaullistes ou UDR, comme ils sont appelés, ou RPR, vous dites bien LR. Donc Non, mais il y a une différence entre le FN et le RN. Oui. Le RN, il y a une espèce de magma. Là, vous dites qu'il y a encore du FN dans le RN, si je comprends bien. Totalement, oui. D'ailleurs, c'est un peu ce qui le sauve, en fait. Ah bon, c'est ce qui le sauve, d'accord. Oui, parce que sinon, il n'y a rien. C'est immigration, insécurité, c'est la matrice originelle du Front National dès qu'il réussit à partir de 78, à cause de Duprat, c'est ça. Vous dites que le Fonds de commerce, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a fondé, et que Marine et Jordan Bardella ne le perpétuent pas forcément. Bardella est gentil, mais sympathique pour certains, bref. Mais Jean-Marie Le Pen avait une culture qu'il avait eu chez les jésuites ou je sais pas quoi. Tout le monde l'a reconnu. Et puis il avait une maîtrise. Une diction du français exemplaire. Il avait une maîtrise de la langue française, tous les imparfaits du subjectif, etc. Et le peuple aimait ça. Ah, c'est pas Stéphane Séjourné, je suis d'accord. Non, mais si vous voulez, ils aiment bien que Madame la France soit respectée, qu'on parle bien d'elle. Alors, ces mouvements sont l'émanation de quoi? Le grillisme en italien, Pepe Grillo. C'est-à-dire qu'on voit soit vers des gens qui sont des anciens comiques, comme Zelensky. Ici, on a eu même Bigard à un moment donné. On se dit, est-ce qu'il serait pas président? Patrick Sébastien, Hanouna. Vous voyez, il y a des noms de candidatures qui surgissent. Les Gilets jaunes, c'est plus sérieux. C'est une vraie fracture, c'est une souffrance sociale, mais qui, elle aussi, s'exprime parce qu'elle considère qu'elle est plus représentée par ses élites. Non, mais d'abord, il y a la société du spectacle qui s'étend depuis belle lurette, qui est catastrophique. Tout le monde va sur n'importe quel plateau, on va chez Hanouna défendre Mélenchon a quand même utilisé Hanouna, est en exil politique chez Hanouna, et après il s'en est pris à Stéphane Bern qui travestissait l'histoire de France et qui était un salaud de fasciste. Bon, il y a quand même des paradoxes chez les mélenchonistes qu'il faut essayer de saisir. Maintenant, il y a
il y a d'autres aspects qui sont le populisme ou l'antipolitique qui naît dans nos sociétés. Alors, et qui naît de la base. Qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce que vous, Gaël Brustier, vous appelez populiste? Parce que souvent on dit mais populiste c'est facile, ça permet de dénoncer les gens qui vivent le réel et qui sont près du peuple. Où est-ce qu'il y a un populisme nocif? Chantal Mouffe et Réron avaient fait un bouquin que j'avais préfacé d'ailleurs, qui était Construire le peuple. Donc il faut construire son peuple. Et il faut le construire de manière discursive. Alors on peut contester. C'est-à-dire le réinventer ou le construire parce qu'il n'existe plus? Il y a des intérêts matériels divergents, des sédimentations idéologiques successives, et il faut s'arranger avec tout ça pour construire à la place de la social-démocratie du centre, voire des morceaux de droite, un parti du changement qui s'appelait Podemos. Oui, bien sûr, en Espagne, qui a donné des résultats très précis. Voilà. Donc ça, c'est une version du populisme, moi qui m'a toujours intéressé. J'ai écrit là-dessus. Ça a été une de mes lubies d'il y a 10 ans. Podemos, c'est une version des Gilets jaunes qui serait arrivée au pouvoir par un biais à peu près. C'est une gauche qui en France ne s'est pas produit. C'est une gauche radicale qui a quitté les oripeaux du parti communiste, le dernier parti communiste léniniste qui est le parti communiste espagnol. Espagnol, bien sûr. Et pour embrasser, c'est-à-dire qu'ils mettaient des trucs de Star Wars dans leurs meetings. Ils avaient fait un catalogue de Ikea. C'est leur programme politique, c'était un catalogue Ikea. Et ce ne sont pas non plus des insoumis à la française, c'est des insoumis mis à l'espagnol. Ils sont beaucoup plus sophistiqués intellectuellement, si vous voulez. Pour avoir parlé avec Herrera, avoir beaucoup lu même Iglesias. Pablo Iglesias, oui. Et puis quelques autres d'ailleurs qui sont moins connus, mais que je cite. C'est des gens remarquablement intelligents. Ils pareil au Parlement espagnol. Oui, ça c'est un peu débraillé. Moi je pense que en France, c'est pas la même chose. Voilà, il y a une différence. Bon, bref. Mais toujours est-il que ça, c'est le populisme de la gauche radicale, qui a lamentablement échoué. Et puis, il y a le populisme Beppe Grillo. Beppe Grillo est un type qui s'est fait virer de la télé et qui décide, à cause d'un type qui s'appelle Casaleggio, de faire en fait une espèce d'anti-télé et d'anti-Berlusconi. Il se pose en anti-Berlusconi. Berlusconi est à la fin de sa carrière politique, il a échoué lamentablement. Les 2 derniers mandats sont conclus par une stagnation, dénatalité, et puis bunga bunga. Bon. Oui. Et l'autre, il dit, l'autre a utilisé ses télés et fait du spectacle. Moi, je me renferme, mais pour les gens. Et il a dans sa caravane, son camping-car, sur toutes les places d'Italie. On sait que les villes italiennes sont vraiment construites autour de la place. Et il va avec Casaleggio et sa bande, et puis ils agglomèrent des gens. Ils créent un parti, et ils ont ils ont pris le pouvoir avec la Lega dans un accord totalement sidérant, mais il y avait dans la représentation des choses très saines. Moi, j'ai passé un mois chez des militants du mouvement 5 étoiles. Alors, ils étaient un peu bizarres, un peu postmodernes, un peu barrés. Mais on y revient, Gaël Brustier. On en parle après, et on citera aussi d'autres exemples qui sont dans votre ouvrage. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser des questions à l'auteur. Je suis sûr que la route de la décivilisation est un thème qui vous inspire. La France dans tous ses états. Alors, vous êtes sur Sud Radio avec Perique Légas qui reçoit Gaël Brustier. Gaël Brustier, je voudrais qu'on rappelle quand même votre parcours, c'est très très intéressant. Vous avez écrit d'autres ouvrages que La route de la décivilisation, édité au Cerf. Vous avez notamment écrit le Mai 68 conservateur, Le désordre idéologique, et puis À demain Gramsci. Gramsci est la référence à laquelle vous faites souvent vous rendez hommage à cet intellectuel communiste des années 30 en Italie, qui est souvent cité. On dirait que Gramsci aurait perçu ou compris avant la lettre des phénomènes qui se produisent aujourd'hui. Oui. Il a des extraits il y a des extraits des cahiers de prison qui sont d'une actualité folle, notamment, un petit exemple sur les goûts théâtraux de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie rurale. Il explique ça très bien, c'est magnifique, mais c'est très actuel en fait. Les comédies sentimentales, ce qui plaît. Il a une acuité. Il observe la société italienne de telle façon que elle est extrêmement vivante, et en même temps il y a un cadre théorique toujours extrêmement dense. En partie autodidacte, il aurait pu faire d'autres études. Son maître regrette qu'il n'ait pas eu de... Oui, il est plutôt militant, c'est-à-dire que c'est un linguiste. Il est très attaché aux questions relatives à la langue qui vont inspirer Pasolini.
sur les questions des langues en Italie. C'est un communiste pur et dur ou non, Gramsci? C'est un marxiste? Alors, à l'époque. il y a une grosse controverse, parce que quand vous parlez Gramsci, vous avez toujours un spécialiste de Gramsci qui a raison, vous dit que vous avez tort, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles des cahiers. C'est clair. Bon. Il y a néanmoins un type qui s'appelle Francesco Lopiparo, qui est un type remarquable, qui a écrit les 2 prisons de Gramsci. Et il dit, en fait, Gramsci, il y a un cahier qui manque dans les cahiers de prison. Et ce cahier, c'est Togliatti qui l'a embarqué à Moscou, parce que l'international ne voulait pas, et Moscou ne voulait pas, que ce cahier sorte. Parce que c'est sa belle-sœur qui récupère les affaires à la sortie de prison. Et ce cahier, Lopiparo dit, peut-être ça aurait été l'invention, je crois que c'est lui qui dit, d'un communisme libéral, c'est-à-dire libéral politiquement, c'est-à-dire Berlinguer. Voilà. Et bon, ça c'est passionnant en fait, si vous voulez. Quand vous Donc étudiez la base de Gramsci, l'eurocommunisme, qui est les premières dissensions, donc on a Berlinguer, beaucoup moins le Parti communiste français qui reste un féodé, peut-être un peu Santiago Carrillo en Espagne. Vous-même, Gaël Brustier, aujourd'hui, vous savez, cette émission, La France, tous ses États, et cette radio s'appelle Sud Radio, on dit Parlons Vrai. Vous vous situez où aujourd'hui sur l'échiquier politique, si tant est que vous ayez besoin de vous situer, mais on va parler des solutions que vous prescrivez à la fin, enfin des options que vous suggérez. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique français, vous croyez encore en la gauche, en la droite, vous dites que ce clivage-là est périmé, vous avez été proche, on a dit d'Arnaud Montebourg, vous avez été aussi proche de Jean-Pierre Chevènement, donc quelque part de ce que Philippe Séguin pouvait représenter. Vous n'êtes pas vraiment un souverainisme au sens académique du terme, mais vous croyez dans la souveraineté populaire. Ça, vous pensez, c'est un principe auquel vous attendez. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique, si on veut s'en sortir, il faut penser de quel côté? Il faut écouter quel genre de discours? Tous les discours qui intéressent les citoyens, qui doivent se nourrir d'absolument tout. Moi, je suis pas dans l'ostracisme, l'ostracisation des gens. Un tel a été chez Bidule, faut pas lui parler. Moi, je suis par exemple pour un dialogue de fond avec les gens du Front National, le Rassemblement National, et des gens qui sont aux Grèce, etc. Dialogue de fond, c'est-à-dire qu'on se dit tout, on accepte certains de leurs préceptes, on en discute. À l'italienne, c'est-à-dire que dans les années 70, en pleines années de plomb, en fait, il y a un truc qui se passe, c'est le compromis historique entre Aldo Moro, qui va être assassiné pour ça, et le Parti communiste. Et le Parti communiste de Berlinguer. Et Aldo Moro, le paiera de sa vie probablement. Il y a un passager secret. Et c'est Almirante, Giorgio Almirante, et qui était le leader du MSI, c'est-à-dire le parti qui a donné naissance à Mélanie. L'ancien parti fasciste italien. Qui était ancien parti néo-fasciste, post-fasciste, selon les... Et parce qu'ils avaient compris, c'était des hommes qui avaient vécu la guerre, la violence, ils avaient compris qu'on ne pouvait pas allumer les braises au Parlement, et qu'il fallait que le pouvoir soit un minimum partagé, l'objectif était que le Parti communiste puisse participer au gouvernement, et la démocratie chrétienne conserve soit pas balayée par les communistes, arrêtés, etc. Et que le MSI, qui représentait une part de l'histoire italienne, qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, mais que Berlinguer détestait, il l'avait combattu, puisse revenir dans le système. C'était l'objectif des années du compromis historique. Du compromis historique stricto sensu, c'était PC, démocratie chrétienne, mais il y avait le visiteur du soir qui était quand même Almirante. Gaël Brustier, on y est presque en Italie. Giorgia Meloni représente ce nouveau compromis historique qui reste quand même ancré à droite plutôt, avec l'évolution de Salvini, de ce parti. Mais enfin, on est quand même dans une fracture politique par rapport au passé italien, et on voit que ça donne des résultats qui sont tout à fait acceptables, estimables. Oui, c'est maintenant une conservatrice... un peu populiste de temps en temps, très patriote, c'est surtout une femme d'État, je pense que... la dimension est importante. Mais... Est-ce qu'on a une Mélanie française? Non. Vous répondez carrément non. Non, c'est une histoire. Le Front National qui a la flamme du MSI, donc le MSI, n'a pas d'école des cadres et n'a pas de sociologie, sauf un peu la sociologie des rapatriés à Perpignan, ce qui explique d'ailleurs la structuration du Front National. Oui, ils sont un peu incultes politiquement malgré tout. Oui. Alors, il y a les nouveaux. Jean-Marie Le Pen ne l'était pas, ça on l'a dit clairement. Il avait un vrai bagage culturel, intellectuel, et aujourd'hui la succession n'est pas à la hauteur du fondateur. Non, ça fait longtemps. Ni au Parti communiste. Fabien Roussel est quelqu'un de tout à fait estimable et respectable.
Parti communiste, si vous voulez, c'était quand même les FTP dans les années 50, des types qui étaient dans la résistance. Bien sûr, mais je parle aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette il reste rien, il reste Chez les gaullistes, il reste quoi? Rien. Non, les gaullistes est mort depuis 1970, voilà. De toute façon. Mais même dans l'ancien parti RPR qui s'appelle les Républicains et l'UMP, c'est quoi les grands leaders charismatiques qui ont de la vision pour la France? Non, mais oui, on va parler de Juppé, etc. Mais voilà. Je crois qu'il y a vraiment il y a eu un effondrement d'abord interne au parti politique qui ne voulait pas s'encombrer d'idéologues. Il y a eu un mode post-idéologique assez tôt dans les années 80, 70, pas s'encombrer. Juppé dit à Philippe de Saint-Robert, votre discours, ça fait très Nuremberg. D'accord. Bon, tout est dit. Tout est dit. Bon, ben, voilà. Au PS non plus. C'est pas Olivier Faure et. Non, ben alors là, on atteint. Et Boris Vallaud qui va non plus. Oui, Vallaud se joue de tous. Oui, non, mais c'est terrible ce que vous dites. Tant qu'il y a un vide total, donc c'est pour ça que des Pépé Grillon on peut sortir. Mais Zelensky en Ukraine, c'est aussi un humoriste de la télévision. Vous êtes d'accord? Même dans un pays comme l'Ukraine, le phénomène s'est produit. Peut-être sur d'autres paramètres. Moi, c'est l'Europe centrale et orientale. Je ne maîtrise pas du tout. J'ai jamais maîtrisé. Mais vraiment pas. Ah, vous savez que Zelensky est un ancien. Oui, je sais. Il jouait du piano. Avec il faisait semblant de faire du piano avec son sexe. Voilà, c'était pas des sketchs très fins, hein, j'ai remarqué. Ceci dit, le type s'est révélé, pareil, on peut trouver un type qui se révèle comme un homme d'État et un chef de guerre redoutable, les événements venant. Alors, on va revenir à un de vos précédents ouvrages, parce qu'il y a une des clés de la décivilisation. Vous appelez, attention, le mai 68 conservateur. C'est le titre de votre livre, le mai 68 conservateur. Attention au fait inverse d'un dextrisme qui n'est pas une solution. Vous parlez du chaos dextriste. C'est pas parce que la gauche a échoué dans tous ses aspects, social-démocratie ou marxiste, qu'il faut tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire passer dans une droitisme, un dextrisme excessif. Vous dites qu'il y a un équilibre à avoir dans un conservatisme éclairé. Oui, exactement, parce que en fait, ce qui est très gênant aujourd'hui, c'est que tout le monde y va de sa petite interprétation de la droite. Il y a les Sandrine Rousseau de droite en pagaille, comme dirait Louis Alliot. Et ça, si vous voulez, chacun projette sur le Rassemblement national ses propres angoisses qui sont fondées, hein, je précise, hein, ses propres regrets, ses propres nostalgies, etc. Mais il y a une efflorescence de droitisme qui me semble pas très structurée intellectuellement. Le conservatisme n'a jamais été très structuré en France, hélas. Et il n'a pas su faire pièce en fait à la montée du Front National, qui, je le rappelle, n'est fondé. Les deux seuls moteurs, c'est immigration et sécurité. Je cite une phrase de Régis Debray que vous faites figurer dans la page 271 de votre. Alors, c'est un ouvrage. Il y a 2 post-scriptums. Et puis un lexique à la fin avec les codes des noms que vous utilisez. La phrase de Régis Debray est assez symbolique de votre propos. Jamais la politique en France n'a été aussi déshistorisée qu'aujourd'hui, à se demander si une certaine négligence pour le peuple et une certaine indifférence pour l'histoire n'entretiennent pas quelques secrets rapports. Vous voulez dire... Régis Debray veut dire quoi? Que tout ça est un petit peu préconçu? Quand on se fout de l'histoire de France, on se fout aussi du mec qui crève au coin de la rue. Ça, je l'ai constaté, vous l'avez constaté sûrement vous aussi de votre côté, oui. Mais ça a été très gênant. Ma rupture avec la gauche vient de l'indifférence totale aux gens, je vais pas faire l'abbé Pierre, si vous voulez, mais l'indifférence aux mecs qui sont en train de mourir au bord du périph', sous des campements, etc., qui fument du crack, machin, etc. L'indifférence des gens de gauche qui sont élus de ces circonscriptions, l'ami des bêtes, là, qui était élu du 18e. Oui. Il devrait quand même voir. Émeric Caron, il devrait quand même voir le taux d'overdose qu'il y a dans son arrondissement, non? Il s'en occupe pas, il s'occupe des sauterelles, je sais pas. Mais il y a l'indifférence. Jérôme Guedj, j'ai peut-être lui en tant que. Oui, mais Jérôme Guedj a un autre niveau. Bon, mais c'est pas pour ça que. Je dis, il y a encore des députés socialistes qui sont proches de leur peuple. Richelieu et le père Joseph, vous laissez crever vos concitoyens. C'est la leçon que moi j'ai retenue de tout mon engagement politique. Si on lâche le fil rouge de l'histoire de France et qu'il ne remonte pas qu'à 1789, c'est tout le reste qui s'effondre, tout l'édifice qui chute. Donc, vous concluez qu'il faut être raisonnablement conservateur, je dis bien raisonnablement, oui. Et vous citez cette formule de Karl Mannheim, traditionnalisme devenu conscient. C'est-à-dire qu'il y a un traditionnalisme inconscient, un peu folklorique, peut-être un peu dans les, et le traditionnalisme devenu conscient peut être une issue. En fait, je suis un peu adepte du conservatisme autogestionnaire. C'est-à-dire, il faut conserver notre passé,
essayer d'avoir le fil rouge, ce fil rouge de l'histoire constamment dans nos décisions, dans notre conception du monde, de voir, de retrouver De Gaulle, Richelieu, comme je disais, le Père Joseph. Et donc puis, les grands récits quand même. Les grands récits quand même. Oui, et puis la conception qu'on a de ce pays, etc. Et autogestionnaire parce que j'ai un problème avec l'autoritarisme en France de l'État. C'est-à-dire l'État a fait la France, mais profondément, il en est maintenant le geôlier. Et en plus, c'est un geôlier aux ordres de l'Union européenne. Donc c'est assez. Il faut aussi faire notre évolution. Le choix, c'était entre anti-autoritaire. Aux ordres de l'Union européenne, donc de Bruxelles ou de Washington. On voit que tout ça est en train de s'effondrer dans tous les sens, dans des proportions inattendues. On les sent désemparés d'ailleurs aujourd'hui, l'élite politique. Ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de socle. Ils n'en ont jamais eu. Cette génération, ils n'en ont jamais eu. Non, Olivier Faure n'a jamais eu de repères, non. Non, mais je parle même de ceux qui sont au pouvoir. Je veux dire, le macronisme, aujourd'hui, ils sont en roue libre. Trump est en roue libre, tout le monde est en roue libre. Ils font passer, vous savez, c'est compliqué d'entrer dans un cabinet ministériel ou un ministère pour les ministres. Quand on vous dit, vous durerez 3 mois. Bon, en 3 mois, vous avez à peine le temps d'ouvrir les dossiers, quoi. Donc il y a l'instabilité qui a été voulue par le président de la République pour édifier son césarisme élyséen. Oui. Produit des effets épouvantables. Ça, Arnaud Montebourg peut vous le confirmer. On l'invitera. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je reçois Gaël Brustier, qui est un politologue, mais aussi un philosophe de la politique et un historien, et qui décrypte les raisons de la décivilisation à laquelle nous sommes confrontés, avec peut-être éventuellement des solutions, à condition qu'il y ait une conscience politique, de la formation, de connaissance de l'histoire. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que l'école a encore un rôle important à jouer pour que la République et la nation redeviennent ce qu'elles ont été pour la grandeur de la France? On se retrouve dans quelques instants et vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra vos questions pour Gaël Brustier. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Gaël Brustier dans un débat passionnant parce qu'il pose la totalité des problèmes auxquels notre société est confrontée, et on est d'ailleurs en route vers la décivilisation, ainsi que Gaël Brustier a titré son livre. Vous dites: la brutalisation accélérée et la perte d'unité de la vision du monde dans la société font planer la menace d'un épisode de décivilisation, on y vient, nourri lui-même par une situation internationale défavorable. On est en plein dedans. Donc vous expliquez que quelque part cette perte de repères dans les États-nations sur des valeurs culturelles permet une barbarisation des relations internationales. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, et du coup Trump peut se comporter en voyou alors qu'il a l'ONU qui est censé régler les conflits entre pays. Ah bah oui, totalement. C'est-à-dire que des Trump, il y en a apparu un certain nombre. C'est la brutalisation politique, d'abord du débat politique, puisque c'est quand même lui qui dit si j'étais au pouvoir, vous seriez en prison à Hillary Clinton. Oui, ça fait marrer, mais il le pense. Il a fait beaucoup rire, moi-même. Mais il n'y a pas que Trump, il y a d'autres personnages de cet acabit qui peuvent survenir, quoi. C'est le problème de l'époque, entre le vieux et le neuf. Vous parliez, Gaël Brustier, de césarisme tout à l'heure. Vous parlez du césarisme des honnêtes gens. Attention, c'est du verbalisme républicain. C'est-à-dire... Oui, alors là, c'est ma critique du courant républicain. C'est-à-dire que dès que vous avez un problème, laïcité, laïcité, laïcité. Oui, il y a un problème, vous êtes d'accord? Il y a un problème de laïcité, mais il faut resituer ce problème de laïcité dans un ensemble beaucoup plus vaste de problèmes. À savoir, ça m'intéresse. Bah écoutez... elle est malade, la laïcité, elle est mal comprise, elle est mal expliquée. Elle est mal comprise parce que c'est un système qui est totalement étranger aux nouveaux arrivants dans notre pays. Ah, on est bien d'accord, donc ça manque de pédagogie et d'explication. Oui, j'irai un peu plus loin quand même. Elle est faite pour les accueillir et pour leur permettre de s'intégrer, justement. Donc s'ils ne comprennent pas cette règle du jeu, je comprends qu'ils ne s'intègrent pas. Donc il faut la consolider, il faut la solidifier. J'ai été reçu par une obédience maçonnique une fois en tenue blanche, c'était très intéressant. Et l'un d'entre eux, première question, ça ne portait absolument pas sur mon sujet. Première question, oui, mais quand on voit le voile...
Bon, on peut pas tout réduire au voile et on peut pas se voiler la face par rapport au voile. Je crois que c'est une phrase de Debray. Oui. Non, il y a 1000 autres problèmes, si vous voulez, qui existent. La laïcité, le camp républicain a fait du verbalisme qui a été en fait une manière de réduire les opposants au silence au moment de Nuit debout. Au moment du valsisme, c'est-à-dire, et pour faire taire des universitaires qui avaient leur vision des choses, qui était contestable, mais il y avait les libertés de l'université, libertés académiques qui devaient être préservées, il y a eu, tout ça s'est fait au nom de la laïcité. Le combat laïque est devenu un prétexte, à un moment donné, sous Valls, à réduire au silence les opposants, et aussi à imposer un programme derrière fondamentalement antisocial. Mais vous sous-entendez qu'elle est mal posée ou qu'elle a été dévoyée ou détournée de sa fonction, ou qu'en elle-même elle pose un problème. La loi de 1905 est fondamentale, vous la remettez pas en cause. La loi de 1905 est fondamentale et je pense qu'il faut aller plus loin. Dans l'histoire, pas plus loin dans la loi, mais plus loin dans l'histoire, nous essayons d'exorciser en fait les guerres de religion de 1560 à oui, au début des années 1600 et quelques. Mais ça, c'est très important parce que c'est là où naît le parti des politiques. C'est-à-dire que en France, on a la chance d'avoir des gens qui ont voulu penser l'unité de la nation par-delà les différences et par-delà les oppositions. Tout à fait. Voilà, avec une allégeance à l'époque au roi et ensuite à la Respublica avec Bodin, etc. Et puis à la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou à l'Empire. Bon, ça c'est un fil rouge de notre histoire. Le parti des politiques, c'est quelque chose qu'il faut reprendre. D'ailleurs, l'ancienne ministre l'avait repris récemment. Mais je pense que ça c'est dans la culture politique quelque chose de fondamental. Mais on ne fera pas aimer la laïcité aux gens in abstracto de ce qu'est la France. C'est-à-dire que la France, c'est une histoire puissante. Ce sont des siècles de fabrication. C'est ce que dit Éric Zemmour, mais bon, il le dit peut-être différemment. Oui, il le dit un peu différemment. Il a une vision ethnique, lui, des choses. Mais moi, je ne parle pas dans la nation ethnique. Mais il y a une nation culturelle, une nation qui a une identité. Il y a une nation qui a une richesse énorme, qui a progressé à travers les temps. Enfin, je pense que de Michel de l'Hôpital à aujourd'hui, on a accompli un miracle de faire vivre ensemble des gens venus d'horizons très différents. Et aujourd'hui, donc, votre vision, votre analyse politique porte sur un conservatisme gestionnaire, vous le disiez tout à l'heure. Votre chapitre du livre s'appelle l'autogestion, le civisme plein et entier. Conservatiste, c'est-à-dire qu'on garde une continuité qui est le socle de la France, sans faire du traditionnalisme anthropologique non plus. Sans faire du traditionnalisme. Autogestionnaire, c'est-à-dire il faut s'assumer. Il faut faire confiance au peuple, peut-être une décentralisation plus forte pour la République, vraiment, on passe carrément à l'acte. Autogestion, c'est quoi? C'est se gérer soi-même, prendre ses responsabilités, s'assumer. Oui, alors est-ce qu'il faut le faire sur le plan des... On n'a plus les provinces. Les provinces ont été dissoutes et on n'a pas de personnel politique local. On a des régions encore. Oui, on n'a pas de personnel politique local à l'égal, par exemple, du personnel politique allemand du Bade-Württemberg, qui est vert d'ailleurs, qui est l'écologiste, mais si vous voulez, les élus... les élus allemands, ils n'ont pas d'ambition forcément fédérale. Nous, on a une ambition toujours nationale. Donc, on a vidé nos territoires de tous les talents qui sont partis à un moment donné à Paris. Ils devenaient députés-maires, mais ils étaient surtout députés. Et puis, la décentralisation s'est faite sur une fiction, en fait. Gaël, vous faites réagir justement un auditeur, Francisco, qui nous appelle de l'Hérault. De l'Hérault. Oui. Francisco, vous écoutez mon échange avec Gaël Brustier, qui vous inspire, je suppose. Oui, monsieur Légas. Merci Perico et merci à votre intervenant. Moi, je suis responsable syndical de base. Je vais sur 78 ans. Ce matin, j'étais dans un lycée professionnel. Jeudi, je serai au lycée Mendès France, où je ferai 2 heures sur les enseignements de la guerre d'Espagne, la retirada et l'engagement aujourd'hui. Donc, je pense que on peut discuter, on peut instruire les élèves, les faire réfléchir à ce qui se passe, à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a tiré les enseignements de la guerre d'Espagne? Est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Il y a un rapport parce que il y a eu une intervention dans un autre pays où on a soi-disant kidnappé un dictateur. Est-ce qu'aujourd'hui la situation n'a pas à apprendre de ce qui s'est passé il y a 50 ans? Oui, on vous a entendu, Francisco. Gaël Brustier. C'est un travail de syndicaliste tel qu'il devrait être.
Il faudrait qu'il y en ait plus comme ça, mais dans la confrontation avec des idées. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont syndicalistes CGT, CFDT, puis vous avez des gens qui sont militants d'autres choses. La France, elle vit de toutes ses richesses. Elle vit de ses syndicats. Elle vit de ces partis politiques d'autrefois qui existaient, qui n'existent plus. Voilà. Monsieur a fait un excellent travail. Je n'ai pas de médaille à lui remettre. Mais nous avons des auditeurs pas juge, nos auditeurs sont de très grande qualité sur Sud Radio et suggèrent souvent des solutions à nos invités. La route de la décivilisation, donc aux éditions du Cerf, à lire absolument. On prend son temps pour le lire, petit à petit. Mais on en sort plus intelligent qu'on ne l'est quand on commence cet ouvrage. Merci Gaël Brusset d'avoir accepté notre invitation.